voilà, donc j'ai commencé l'enregistrement pour la conférence sur l'alchimie végétale de ce soir. Donc je vais vous montrer un petit peu, j'ai préparé une petite présentation afin de refaire un petit point sur l'histoire, hein, l'histoire vraiment de l'alchimie de façon générale. Et on fera après un petit point sur les différentes phases, hein, les différents process de l'alchimie végétale. Donc je vais vous partager mon écran. Alors, hop, ok. C'est bon pour vous? Oui. Ok. Donc, on va pouvoir démarrer sur l'alchimie végétale. Euh, donc, avec au sommaire, on va faire un petit peu d'histoire avec la chronologie générale. On va voir les grands principes de l'alchimie et un petit peu l'alchimie aujourd'hui. Donc, voici l'alchimie, la chronologie. Moi, je suis remontée jusqu'au 9e siècle avant Jésus-Christ. Donc, il faut savoir que sur ce principe-là, on entend un peu de tout, hein. On n'est pas tout à fait sûr, on n'est pas assuré de pouvoir vraiment dater, puisqu'on retrouve encore aujourd'hui pas mal d'éléments, hein, qui remontent encore dans le temps et dans le temps sur le début de l'alchimie. Mais bon, je suis montée au 9e siècle avant Jésus-Christ en Égypte, ou Kémen, puisque alchimie à la base c'est chimie et c'est Kémen, où Kemen serait né, où les premiers essais, hein, les premières expériences alchimiques ont eu lieu. Ensuite, ça s'est développé au niveau gréco-romain pour atteindre le monde arabe en 685. Et c'est vraiment à partir de là qu'on va parler d'alchimie, puisqu'on rajoute en fait le préfixe al, qui est un préfixe arabe, à Kemen ou Kimia. Donc on va parler d'alchimie en 685. Donc là, c'est vraiment une toute petite fresque, hein, chronologie pour pas qu'on perde trop de temps dessus non plus. Il y aura d'autres conférences à ce sujet pour pouvoir approfondir d'autres thématiques autour de l'alchimie. Là, je vous ai marqué aussi le 9e siècle avec Hermès Trismégiste. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un des pères fondateurs qui a existé ou pas. Alors là, c'est aussi encore quelque chose d'assez nébuleux, mais qui a mis à jour la table d'émeraude qu'on aurait retrouvée en tout cas dans sa tombe, et qui a été retrouvée où les premières écritures ont été intégrées dans de grands livres du monde arabe. Ensuite, je vous ai mis le 16e siècle avec l'Aspagirie parce que là, c'est vraiment Paracelse qui était un alchimiste et qui s'est dit, tiens, mais si on utilisait l'alchimie végétale, donc il était alchimiste, mais il était aussi apothicaire, et il s'est dit, tiens, si on détournait l'alchimie végétale et qu'on l'utilisait à des fins vraiment médicinales pour pouvoir accompagner la guérison de l'être humain. Donc là, c'est vraiment le gros tournant au 16e siècle de l'alchimie. Et puis aujourd'hui, eh bien, je vous ai mis de grands alchimistes connus comme Barillet, surtout au niveau de la chimie végétale, et Burenstenas, qui est un alchimiste aujourd'hui assez réputé. On continue avec les grands principes. Donc, les grands principes, on remonte à Hermès Trismégiste avec la table d'émeraude, puisque c'est ce qui sera vraiment fondateur de l'alchimie occidentale, puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui, ce soir, d'alchimie occidentale, parce que c'est celle qui nous intéresse. Il faut savoir, par contre, que l'alchimie est déployée dans le monde entier. Et comme le dit la table d'émeraude, le plus haut vient du plus bas et le plus bas vient du plus haut. Donc c'est vraiment ce lien où tout est connecté, du plus petit au plus grand, hein, du micro au macro, donc de l'univers à la plus petite de nos cellules. Ça, c'est le principe fondateur de tout est relié de l'alchimie. Les différents univers. Alors voici les différents univers que je vais vous énoncer. Donc vous avez l'univers métallique, hein, qui est l'univers le plus complexe, hein, à transmuter, puisque l'alchimie, c'est la transmutation, c'est amener le changement vers le meilleur, vers le beau, vers le plus de perfection possible.
eh bien, vous avez l'univers métallique qui est l'un des plus complexes à transmuter. Vous avez l'univers, entre guillemets, médical avec, par exemple, l'élixir de longue vie, hein. On a beaucoup connu l'alchimie qui était à la recherche de la vie éternelle. Et vous avez l'univers métaphysique qui est philosophie et énergie. Aujourd'hui, on va dire plutôt ça, même si dans les époques révolues, c'était beaucoup axé sur la religion. L'alchimie, les grands principes, donc c'est vraiment la transmutation des éléments. Faire renaître, oui, d'accord, on va faire renaître, on va transformer, mais pour sublimer. Et en partant du principe que le un est le tout et le tout n'est qu'un. Donc c'est toujours pareil, c'est ce système de reliance entre tous les individus et entre tous les éléments de la matière. Donc on va dissocier dans l'alchimie trois éléments. Le soufre, je vous ai mis les symboles, donc vous avez le soufre, le mercure et le sel. Le soufre, c'est l'âme. Le mercure, c'est l'esprit. L'esprit en tant que véhicule, en tant que lion. Et le sel, c'est le corps. Donc on retrouve les principes qu'on entend beaucoup parler dans le développement personnel aujourd'hui, qui est le corps, âme, esprit, qu'on va retrouver aussi en alchimie. Vous avez les quatre éléments, le feu, l'eau, la terre et l'air, qui rentrent forcément dans les principes alchimiques. Et on travaille aussi avec toutes les planètes, puisqu'on travaille avec l'infiniment petit comme l'infiniment grand. Ça va, c'est assez clair? Ouais. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse ce soir, c'est la chimie végétale. On va donner une petite définition et on va voir la chimie végétale et la spagyrie, même si est déjà plus ou moins rapidement répondu, et les grands principes adaptés à la chimie végétale. La définition de l'alchimie végétale. Eh bien, l'alchimie végétale, c'est la transmutation des végétaux. Donc, c'est-à-dire prendre les végétaux qui nous entourent, puisque de base, c'est ça, hein, l'alchimie, c'est observer et transmuter tout le monde, tout le vivant qui nous entoure. Donc, l'alchimie végétale, c'est de transmuter les plantes pour les amener vers une purification extrême de l'ensemble de l'environnement, corps, âme, esprit. On reprend les grands principes qu'on a vus tout à l'heure. Donc, on va purifier pour faire quoi? Bah, pour sublimer, transmuter, sublimer, purifier la matière. Toujours avec les mêmes éléments. La différence, par exemple, par rapport à une huile essentielle ou une teinture mère ou les fleurs de bac, pour ceux qui le connaissent, c'est que là, on va récupérer et purifier et sublimer le soufre, le mercure et le sel. Donc, le soufre, c'est quoi pour une plante? Eh bien, le soufre, c'est l'âme, et l'âme, c'est l'huile essentielle. Donc, les huiles essentielles, on les connaît, on les utilise, mais on en abuse aussi beaucoup. Donc, faire très attention quand même aux huiles essentielles, hein, parce que ce n'est pas anodin, une plante, pas l'utilisation des plantes en tout cas. Donc, ça va être vraiment la partie de l'âme. L'âme de la plante se trouve dans le soufre, qui est, entre guillemets, l'huile essentielle, en sachant que toute plante n'a pas forcément des huiles essentielles. On a le mercure. Donc le mercure, ça va être l'esprit, ça va être le lion, le véhicule, si vous voulez, de la plante. Le sel, c'est le corps. D'accord? C'est le corps. Bien souvent, d'ailleurs, on va récupérer du calcium, en fait, hein. C'est des cristaux de calcium qu'on récupère au niveau de la plante, qu'on va pouvoir purifier et sublimer. Après, on va les intégrer tous les trois, on va les réunir dans une séance qu'on appelle de coobation. Une fois qu'ils seront purifiés tous les trois, on va les réunir et on va avoir ce qu'on appelle l'or de la plante. On va travailler avec quoi? Ben, on va travailler avec le feu, l'eau, la terre et l'air. Et on va travailler aussi avec les planètes, puisqu'on va partir du principe que tout est réuni, ce qui veut dire qu'une plante va être réunie, va être reliée à une planète. Les grands principes, qu'on appelle le principe de Solvay Coagula, c'est dissoudre et rassembler. Donc d'abord, comme le disait la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, tu sépareras la terre du feu, le subtil de l'épais. Donc on va d'abord séparer les trois éléments, le soufre, le mercure et le sel, pour pouvoir de façon très individuelle, pouvoir les purifier, les nettoyer, d'accord? Pour après pouvoir les sublimer ensemble. Donc on va avoir le soufre qu'on va récupérer par distillation. Tout le monde a déjà vu un distillateur, ou en tout cas je vous en montrerai après,
pour récupérer les huiles essentielles. Et pour une plante qui n'a pas d'huile essentielle, eh bien, on peut faire un macérat qu'on appelle un miel. On va récupérer le mercure. Le mercure, on le récupère comment? Eh bien, en faisant fermenter ou macérer les plantes qu'on aura préalablement utilisées pour la distillation ou le miel. Le sel, donc le sel, ça va être par calcination, lixiviation et cristallisation. C'est là qu'on récupère justement ces cristaux magnifiques d'une très grande pureté. Puis ensuite, une fois que le temps sera passé, puisqu'on va parler de cycles, donc on a des cycles à respecter pour pouvoir récupérer tous ces éléments purifiés, on arrivera à la cérémonie de cohobation. Donc, je vous propose, donc ça, c'est des petites photos perso. Je vous propose déjà de voir la première étape, qui est l'étape de la distillation ou du miel en fonction des plantes qu'on va avoir. Puisque, comme je vous disais, la distillation n'est pas forcément possible pour toutes les plantes. Donc là, vous allez avoir à gauche, eh bien, vous avez tous reconnu, je pense, les pétales de rose. Ça, c'est vraiment la récolte donc, de la cueillette. Et la cueillette est un élément en lui-même très important. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas cueillir les plantes n'importe quel jour, n'importe quel moment. Par exemple, là, on a la rose. La rose est reliée à la planète Vénus. Et Vénus, c'est le vendredi. Donc, on va aller se connecter à la plante, voir si, au niveau de son étape de maturité, de son cycle naturel, est-ce que, on est à même de pouvoir la récolter. Donc ça, il y a plusieurs façons de faire. C'est ce que je compte proposer lors de mes formations, c'est de montrer comment on peut cueillir de façon intuitive, en respectant notre environnement, les différentes plantes. Donc moi, je suis allée cueillir mes rosiers de Damas un vendredi à l'heure planétaire de Vénus. Donc on en a 2 à 3 par journée. Donc je les ai récoltés, je les ai mis bien étalés et je les ai laissés de façon à ce que tout ce qui est insectes, etc., puisse sortir en fait des pétales. Des pétales, mais je n'ai pas pris que les pétales, hein, j'ai pris ce qu'on m'a dit de prendre. Donc il y a des pétales, il y a des bourgeons aussi. Pour certains, on va même pouvoir récupérer des petits bouts de tiges, des petites tiges jeunes, etc., pour pouvoir les intégrer après dans notre distillation. Donc là, vous avez les pétales à côté avec la cueillette, qui est un des éléments importants du début, du démarrage de votre teinture alchimique, puisque l'objectif de l'alchimie végétale, c'est de pouvoir, in fine, récolter la sublimation de votre plante, donc là par exemple la ronce, et de pouvoir en faire une teinture ou un élixir alchimique, qui pourra d'ailleurs vous servir comme en spagyrie, c'est-à-dire vous servir pour vous soigner, par exemple, que ce soit votre corps, votre âme ou votre esprit. Vous voyez en haut à droite, donc une petite photo rapide de mon distillateur. Donc là, c'était une distillation, je ne sais plus quoi, je crois que ça doit être la distillation de mélisse que j'ai pris en photo. Pourquoi? Parce que bah, sur la mélisse, comme sur la rose, on va pouvoir récupérer des huiles essentielles. Pour certaines plantes, eh bien, pour lesquelles on ne peut pas récupérer les huiles essentielles ou pas en assez grande quantité pour pouvoir les travailler, eh bien, on va en créer ce qu'on appelle un miel. Et le miel, c'est quoi? C'est un macérat. C'est un macérat d'alcool avec, en tout cas moi en ce qui me concerne, parce qu'on peut le faire aussi avec de la glycérine végétale, mais moi je le fais avec de l'esprit de vin. Donc avec de l'alcool, entre nous, en gros, c'est du cognac, mais on peut le faire aussi avec de l'alcool de plante, d'alcool de rose, si on arrive à avoir de l'alcool de rose pour nos roses, ce qui est encore plus sublimateur. Euh, et on va pouvoir intégrer notre plante une fois la récolte effectuée, l'intégrer dans ce macérat et le laisser comme ça pendant une certaine période, de façon à pouvoir récupérer ensuite le miel. Dans le miel, on va pouvoir le récupérer et dans le miel, on aura et le soufre et le mercure, puisqu'on aura les deux reliés ensemble. Après, on passe à la phase de macération, de fermentation. J'ai fait ma distillation plante, j'ai récupéré au niveau de cette distillation mes huiles essentielles. J'ai récupéré d'ailleurs à côté de l'eau florale que je peux aussi utiliser. Donc, je vais m'en mettre un petit peu de côté pour la suite de mes expériences. Mais sinon, je peux l'utiliser directement comme l'eau de rose, par exemple, pour la peau ou dans les gâteaux, etc., etc.
Mon huile essentielle, je l'ai récupérée lors de la distillation. Je récupère les pétales qui m'ont servi à cette distillation et je les intègre dans une conserve, hein, dans un maçon, pour pouvoir le mettre en macération avec de l'esprit de vin. Ou alors, je bascule directement à cette macération si je n'ai pas fait de distillation, si dans ma plante, je n'ai pas d'huile essentielle. Comme là, on a une distillation de lierre grimpant, où il n'y a pas vraiment d'huile essentielle dedans. Et on va pouvoir basculer directement sur la création de ce miel-là, de ce macérat, en le mettant directement dans le mercure, c'est-à-dire dans l'esprit de vin. Donc, en haut à droite, je vous ai mis une petite photo aussi, puisque c'est ce qui sert, hein, c'est les pots qui servent pour toute fabrication d'alcool et qu'on peut utiliser à cette étape pour pouvoir créer aussi un alcool de plante, mais un alcool de plante pur, sans passer par esprit de vin, ni cognac, ni quelconque autre ajout d'alcool, et fabriquer son propre alcool de lierre grimpant, par exemple. Et oui, le lierre grimpant a des vertus. Je vous ai mis une autre petite photo de Macérat. Malheureusement, vous n'avez pas les odeurs, mais c'était le Macérat de cannelle qui embaumait la pièce à chaque fois. Et vous voyez les différences de couleur aussi lorsque le Macérat est arrivé à maturation. Donc, distillation, c'est fait. Macération, fermentation, donc ça, c'était la deuxième étape. Troisième étape, je vais filtrer, comme on voit sur la photo à droite, je vais filtrer en fait cette macération, cette fermentation, où je vais récupérer deux choses. Un, dans mon filtre, je récupère la matière, et cette matière, je vais pouvoir la calciner. Donc, je vais la mettre dans un creuset. Donc ça, c'est la photo, hein, vous voyez mon creuset avec ma matière. Donc, c'était la rose, hein, c'était les pétales de rose qui étaient dedans. Et cette matière, je vais la mettre à chauffer pendant un bon moment jusqu'à ce que je récupère une cendre et que cette cendre soit infiniment blanche, le plus vaporeuse possible. Elle doit être soyeuse pour pouvoir après la travailler, puisque cette cendre, eh bien, je vais la rincer. Alors, on est d'accord que je récupère pas la cendre elle-même, en fait, hein, dans les teintures alchimiques. On ne va pas mettre de la cendre dans les teintures. On récupère par ce qu'on appelle la lixivation. Donc, je calcine après lixivation, après cristallisation. Calcination, je récupère les cendres. Les cendres, je vais les filtrer. Bien souvent, je vais récupérer, comme j'ai récupéré, si j'ai fait une distillation pour la rose, je vais récupérer l'hydrolat et je vais en fait filtrer ma calcination avec l'hydrolat de ma plante. Ce que je récupère en fait dans mon ballon, et bien dans ce que je récupère dans ce ballon-là, c'est ce qui va me permettre de basculer en cristallisation. Donc c'est une photo d'un de mes plats dédiés à la cristallisation que je fais chauffer en fait dans un plat, hein, ce liquide, jusqu'à ce qu'il s'évapore totalement. Et je récupère cette couche, cette fine couche blanche. Si on la regarde vraiment au microscope, on pourra y voir les cristaux purifiés de ma rose. Donc ça, c'est les dernières étapes, c'est calcination, lixiviation et cristallisation. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'étapes. Il faut savoir que sachant que des fois, il faut recommencer, hein, la calcination, c'est une des étapes qui, pour moi, était la plus complexe. Donc bien souvent, je remettais au feu ma cendre et ça peut prendre 3 voire 4 mois pour pouvoir réussir sa teinture ou son élixir alchimique. Une fois qu'on a récupéré, donc vous voyez à gauche, ce sont les huiles essentielles de rose. Au milieu, vous avez le mercure, hein. Donc ça, c'est le mercure qu'on a récupéré suite à la macération. Et à droite, donc on ne voit pas très bien, mais en fait, au fond, vous avez cette partie blanche qui était en photo juste avant, qui est le calcium de la plante, qui est purifié et qu'on va pouvoir réunir. On va réunir ces trois éléments, c'est-à-dire le soufre, le mercure et le sel, lors de cette cérémonie de coobation qui est d'une très grande importance, hein, pour pouvoir créer notre teinture ou notre élixir alchimique. Donc, il faut savoir que sur tout ce processus, donc il y a ce processus plutôt, on va dire, scientifique, entre guillemets, hein, très terre à terre, on fait attention aux normes d'hygiène, on va faire aussi attention à toutes les autres normes, c'est-à-dire les normes aussi énergétiques. On travaille avec tout, hein, on travaille avec la partie vraiment pure de la plante, mais on va travailler aussi avec les énergies et avec bien tout ce qui nous accompagne.
surtout lors de cette cérémonie de cohobation, où on relie l'ensemble et où la personne qui va créer, hein, l'alchimiste qui crée cette teinture ou cet élixir, va goûter et s'imprégner, puisque c'est ce on parle d'empreinte, hein, alchimique, s'imprégner de la teinture alchimique. Donc voilà, je vous ai montré rapidement en quoi consistait la teinture, la création d'une teinture alchimique et l'alchimie végétale. Je vais pouvoir arrêter le partage et je reviens à vous sur cette brève présentation. Voilà. Et je vais vous demander, est-ce que vous avez des questions? Je vais d'abord arrêter l'enregistrement. Donc voilà, suite à cette présentation, eh bien, je vais vous présenter un petit peu mes produits. Là, j'en ai quelques-uns. Donc, par exemple, cette teinture, donc j'essaie de la mettre, en sachant que je suis en effet miroir, donc c'est pas toujours très simple, mais vous n'allez pas pouvoir lire de toute façon dessus. Mais là, vous avez voilà un flacon de teinture alchimique de mélisse. Donc ça, c'est la mélisse, on a vu quelques photos tout à l'heure. Et la mélisse va travailler sur tout ce qui est problème de digestion dû au stress ou à l'anxiété. Donc les problèmes de côlon irritable, par exemple, bah, c'est the must, quoi. On va prendre une autre, on va prendre voilà, celle-là que je voulais vous présenter, qui est une des plus puissantes, hein, parce qu'elles ont toutes des caractéristiques, chaque plante est différente, c'est la ronce. Donc ça, c'est une des dernières nées. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais dessus, j'ai bien mis les symboles alchimiques, hein, qui montrent que c'est une teinture alchimique de ronce, qui vient de sortir, puisque moi, il y a forcément un numéro de lot, donc une traçabilité, hein, sur chacun de mes flacons. Et donc, sur cette partie-là, sur la ronce, eh bien, la ronce va vraiment travailler sur le corps, l'âme et l'esprit. Elle sert à quoi? Eh bien, par exemple, vous pouvez l'utiliser pour vous libérer, vous nettoyer de toutes les émotions négatives. En ce moment, on a beaucoup enfin, le monde dans lequel on vit est assez violent. On récupère pas mal sur nous et on récupère pas mal d'énergie négative sur nous. Donc, ce qui est intéressant grâce à cette teinture alchimique, c'est avant qu'elle imprègne le corps, quand vous récupérez toutes ces émotions négatives sur vous, eh bien, vous allez pouvoir vous en libérer grâce à quelques gouttes simplement, puisque c'est très fort. En général, les teintures, les élixirs alchimiques, c'est 4 gouttes max dans un verre d'eau. C'est pour vous dire comme quoi c'est très puissant. Mais au-delà de cela, c'est qu'on part du principe qu'une situation, un événement va provoquer une émotion. Et que c'est une émotion quelconque, peu importe laquelle. Et cette émotion, avant de s'imprégner dans le corps, hein, reste au niveau émotionnel, sur le plan émotionnel, et va rester de l'ordre de l'émotion. Plus vous allez être confronté à cet événement, un événement récurrent, un stress récurrent, un travail difficile, par exemple, au quotidien, hein, et plus ça va rentrer dans votre corps et que ça va devenir pathologique. Donc, une teinture alchimique travaille sur le corps, l'âme et l'esprit, puisqu'elle relie le corps, l'âme et l'esprit purifiés de la plante pour traiter votre corps, votre âme et votre esprit. À la différence des fleurs de Bach, il faut savoir que Bach est un ancien alchimiste qui s'est dit, mais pourquoi pas prendre les plantes, les isoler pour travailler les émotions avant qu'elles n'arrivent dans le corps. C'était ça. C'est ça que les fleurs de bac travaillent sur l'émotion, mais pas sur le corps. La teinture alchimique, c'est se dire, bah, à chaque émotion, en fait, en gros, j'ai peut-être une petite partie quand même qui arrive dans mon corps. Donc, comme je ne sais pas trop où j'en suis, eh bien, je vais essayer de tout nettoyer. Et la ronce est vraiment la teinture alchimique qui permet de se libérer des émotions. Alors, ça peut être des émotions très, très ancrées. Par exemple, quand je parle d'émotions négatives, on peut parler de colère, de la jalousie d'autrui, etc., etc. Mais une énergie négative, c'est pas que ça. L'énergie négative, ça peut être tout simplement un gros manque de confiance en soi. Tout ce qu'on peut se projeter de mal en nous, hein, envers nous, eh bien, on va pouvoir le traiter aussi sur cette teinture alchimique de ronce. Euh, Moi, je l'ai testé, puisque je l'ai créé. Donc, lors de la cérémonie de cohobation, je l'ai testé. Et je l'ai encore testé dernièrement, puisque j'avais reçu de ma propre part des énergies plutôt négatives et de manque de confiance. Donc, j'ai pris quelques gouttes de teinture alchimique de ronce pour pouvoir bah, libérer ces émotions et direct. Ça permet de colmater, de fissurer enfin, voilà, toutes les fissures qui sont atteintes, créées par
des émotions négatives. Donc, voilà à quoi ça sert. C'est ce je voulais vous montrer, cette teinture qui, en ce moment, avec tous les chamboulements qu'on traverse, peut être pas mal utilisée. J'en ai une autre, c'est la rose. On a vu les photos. J'ai aussi la cannelle qu'on a vue en photo. Donc j'en ai plusieurs qui seront disponibles d'ailleurs sur mon site internet Abayalep. Je vous enverrai. Enfin, de toute façon, vous avez la e-boutique sur mon profil, sur ma page Facebook, qui vous permet de les commander tout simplement en fonction de vos besoins. Alors, il faut savoir que je prévois d'ailleurs de faire une conférence sur l'alchimie spirituelle, hein, et sur les soins alchimiques en alchimie spirituelle. J'utilise aussi les plantes pour marquer l'empreinte en fait du soin et qu'il reste persistant dans votre corps, qu'il soit intégré plus rapidement. Et je me sers des teintures alchimiques en plus de l'énergie du soin pour le faire. Donc c'est assez puissant, c'est des grands soins, des gros accompagnements en développement personnel qui vous permettent de passer des phases qui peuvent être un peu complexes. Donc maintenant, vous saurez ce qu'est une teinture alchimique, vous verrez voyez la différence entre les fleurs de bac, pardon, et les teintures alchimiques, et vous voyez aussi la différence avec les huiles essentielles, qui ne sont que l'esprit de la plante en fait, hein. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas de votre écoute et puis je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine conférence. Au revoir.